Bonjour à tous et bienvenue sur le balado Les Voix de la transformation. Aujourd'hui, je suis quand même excitée. On va vous présenter un état des lieux de la transformation numérique ici au Québec et au Canada. J'ai hâte parce que moi aussi, je vais découvrir en même temps que vous un peu l'état des lieux. Jonathan a fait une petite recherche, a regardé quelques études qui faisaient une bonne... Vue d'ensemble, bon mot, sur la transformation numérique ici dans nos entreprises. Puis ensuite, que Jonathan va me résumer un peu l'étude qu'il a lue, on va en discuter ensemble. Sur ce, je vous invite, vous aussi, à réfléchir au sujet qu'on va discuter aujourd'hui pour vous faire une tête un peu sur comment la réalité des informations transmises dans les études peut aussi impacter vos entreprises, puis comment ça peut aussi vous aider à mieux adresser les projets technologiques dans le futur. Donc, Jonathan, je te donne la parole. J'ai hâte. Yes. Puis sur ce, on vous souhaite une très bonne écoute. Donc, en fait, j'en ai quatre des études qui sont toutes intéressantes les unes que les autres. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parcouru ces études-là. Puis je suis allé chercher des faits saillants qui m'ont frappé en fonction du readiness numérique et de tout ce qui tourne autour de nos sujets. Et j'ai trouvé vraiment des petites pépites vraiment très, très intéressantes là, qui peuvent ouvrir à la discussion. La première étude, le titre est assez éloquent, c'est l'état de la numérisation des entreprises manufacturières au Québec. OK. Donc, c'est assez clair. C'est clair, il n'y a pas de doute. Ça a été fait par BIP Recherche pour le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le fameux MEIE. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est venu d'un organisme externe pour le compte du gouvernement. Donc, c'est vraiment quelque chose de fiable. Oui. Oui. Et le premier qui m'a frappé, parce que c'est un préalable, 90% des entreprises, on parle de beaucoup, affectent au moins une personne aux tâches de développement numérique. OK. Dont 55% qui en ont une dans leur comité de direction. OK. Fait que ça, c'est le premier élément. Fait que moi, ça m'a surpris parce qu'on parle... Pas que ça m'a surpris, mais... je trouvais ça intéressant parce qu'on l'a mentionné souvent que c'est important de nommer une personne. Oui, on l'a mentionné souvent qu'avoir une personne responsable avec une liste de tâches associées au projet numérique, puis que cette personne-là soit imputable des réussites puis des avancements, ça faisait une énorme différence. Ça, on en a parlé souvent. Oui. Moi, quand tu me dis ces statistiques-là, je suis fière, mais je me questionne à savoir, dans le 90%, combien ont du temps de libérer? De le nommer, c'est une première étape, mais je pense que l'étape la plus critique là-dedans serait aussi de s'assurer qu'il y a du temps de libérer. Parce que, tu sais, c'est des gens souvent qui sont nommés à l'interne, donc ils ont déjà un poste, ils ont déjà des responsabilités, ils ont déjà des tâches. Donc, comment tu fais jumeler le fait que leurs tâches d'avant existent encore, mais qu'ils ont un nouveau rôle? J'encourage d'avoir une personne responsable puis que cette personne-là soit au courant, qu'elle soit le porteur des projets numériques, etc. Mais à titre d'organisation, comment tu t'assures que ces gens-là ont le temps et l'espace mental pour gérer ce type de projet-là? Mais je suis quand même fière de cette statistique-là. Dans le sens, je suis fière. Je voudrais creuser un peu pour savoir en quoi consiste quelqu'un de nommé. Tu sais, c'est quoi... Qu'est-ce que cette statistique-là vient démontrer? Est-ce qu'il y a juste un responsable que sur sa signature, maintenant, c'est écrit responsable numérique, ou il y a vraiment une libération de ses tâches, du temps de disponible, puis qu'il est porteur, puis que ça soit une valeur prioritaire dans l'entreprise. Mais j'adore la statistique. 90, c'est bien. Je trouve que c'est une excellente critique. L'étude ne le dit pas. C'est ça. Mais ça va peut-être transparaître d'une autre façon dans l'étude un peu plus loin. Celle-là m'a surpris. Parce que celle-là m'a vraiment surpris. Parmi les entreprises qui ont fait un diagnostic numérique, OK, genre le Audi 4.0X, là? Ou peu importe qu'est-ce que c'est, la version plus loin de l'Audi, 81% ont commencé la mise en œuvre d'un plan.
Oui, mais quand tu dis plan, c'est la mise en œuvre d'un plan ou ont commencé la mise en place de leur plan? Non, ils ont commencé à mettre ils ont commencé à exécuter un plan. OK, c'est ça, ils exécutent un plan. Oui, fait que les diagnostics numériques mènent à l'action. Ça m'a surpris. Moi, je suis très surpris. Fait que je pense qu'on a la même réaction. Mais tu as dit 85? 81% de ceux qui ont passé un diagnostic numérique. Parce que là, ceux qui ont passé un diagnostic numérique, souvent, je pense que ça tournait autour de 26% des entreprises. OK, fait que 26% des entreprises, là, la statistique t'assort de ta tête, là, fait que peut-être que... Celle-là, il y a peut-être elle un n'est pas décalage. fiable parce qu'elle est dans l'article, j'en comprends, mais... Il y a un sous-ensemble d'entreprises qui ont fait des diagnostics numériques, mais parmi celles qui ont fait un, 81% ont démarré la mise en action. Mais je suis contente de cette statistique-là. Je suis surprise. Je suis très, très surprise parce que de mes expériences, un consultant ou quelqu'un qui vient accompagner une entreprise qui vient émettre un plan de match, souvent, ce plan de match-là reste sur le coin de la table un bon moment avant d'être mis en place si un jour il est mis en place. Et en me disant 81% qui ont fait le diagnostic numérique puis qui prennent action, parce que, tu sais, juste pour le commun des mortels, là, un diagnostic numérique, tu me corrigerais si tu me trompes, tu en as fait plus que moi, là. Oui. C'est faire un état un peu des lieux de l'entreprise, savoir sont où leurs faiblesses, sont où leurs forces, puis de créer comme un plan d'action qui pourrait mener vers leurs objectifs en utilisant des outils technologiques ou d'autres types d'outils pour mener la croissance de l'entreprise. Puis l'important, c'est que, tu sais, on parle de diagnostic numérique, mais souvent, le diagnostic numérique va couvrir plus sur le plan organisationnel aussi. Ça ne va pas se limiter juste à ça pour, après ça, trouver des solutions numériques. Puis la conclusion, c'est un rapport à l'entreprise, mais avec un plan d'action souvent qui numérise, pas qui numérise, mais qui numérote dans une certaine priorité des actions à prendre. Puis là, tu mentionnes que dans cette étude-là, 81% des gens ont commencé à mettre en place quelque chose de ce plan qui est ressorti. Exactement. C'est très positif. C'est très, très positif. Puis peut-être qu'il y a eu des changements dans les diagnostics numériques parce qu'avant, il y avait des diagnostics numériques qui sortaient avec pas de plan. Exact. Fait que là, c'est peut-être ça qui a amené ce changement-là. Puis c'est pour ça que je suis énormément surprise parce que dans la recherche de maîtrise, j'avais utilisé une information, une source qui mentionnait que depuis que le ministère mettait de l'avant des audits numériques, qu'on appelait dans le temps les audits 4.0, peu d'entreprises avaient pris action sur un projet post-audit numérique. Fait que ça démontrait peut-être que l'outil utilisé n'était pas adapté à la réalité de l'entreprise. Donc, l'entreprise faisait le diagnostic et en restait là. On savait si c'était bon ou si c'était pas bon. Oui, c'est ça. Mais il n'y avait pas d'action. Fait que je suis heureuse de savoir que l'outil qui a évolué, potentiellement pour s'adapter aux besoins des entreprises, mène à un fait que 81% des entreprises prennent action avec le plan qu'ils reçoivent. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est... la prochaine, c'est un petit peu ma préférée de cette étude-là parce que ça concerne mon sujet de recherche. Ça parle d'interconnectivité. OK. Seulement 14% des entreprises estiment avoir une interconnectivité élevée à travers leur système. Tu vois, ça me surprend pas. C'est décevant. C'est décevant. C'est faible, 14%. Mais je suis pas surprise. Parce que je pense que... Puis ça, c'est vraiment une interprétation de moi-même, mon opinion personnelle. Là, j'ai aucune connaissance sur le sujet qui me permet de dire que cette opinion est bonne. Mais j'ai l'impression que la technologie, là, c'est un peu arrivé là, d'un coup. Oui. Puis depuis que c'est arrivé, ça se multiplie, là, les outils. Oui. Puis les entreprises, ils n'ont pas fait un plan de match structuré. Ils ont adopté des technologies au fur et à mesure que les technologies évoluaient, etc. Mais il n'a jamais été question de créer des ponts entre les technologies ou les logiciels, etc. Fait que maintenant, quand tu rentres en entreprise, souvent, ils maintiennent plus de 2, 3, 4 logiciels qui, eux, se parlent pas entre eux. Il y a énormément de retranscriptions. Donc, tu me dis qu'il y a juste 14% qui estiment qu'ils ont un niveau élevé d'interconnectivité. Je suis pas surprise. Je suis pas surprise du tout, vu l'arrivée des technologies, puis comment ça a été cadencé, puis comment ça a été rythmé sans l'être, tu sais. Oui, absolument. Puis là, maintenant,
puis ça, c'est aussi mon opinion personnelle, mais j'ai l'impression que maintenant, les entreprises sont peut-être frileux parce qu'ils ont des systèmes qui marchent en place, qui leur sauvent peut-être du temps, qui leur en sauvent peut-être pas sur la retranscription, sur les erreurs, etc., puis le fait que les systèmes ne se parlent pas entre eux. Mais ils ont l'impression d'avoir en place des systèmes qui leur permettent de fonctionner. Puis là, quand tu leur parles d'interconnectivité, bien, des fois, il faut que tu en élimines quelques-uns pour recentraliser ou que tu en achètes des nouveaux qui, eux, peuvent se parler entre eux. Puis là, c'est des maudits gros changements, là, tu sais. Oui, c'est des gros enjeux. Puis tu dis que c'est une opinion, mais je vais te rassurer, tu viens de résumer la problématique de ma maîtrise. C'était exactement ça. Là. Fait que ça n'a pas changé. L'autre chose, c'est quelque chose qu'on voit toujours et ça n'a pas changé. Il y a encore un écart significatif entre les plus petites et les plus grandes entreprises. Est-ce qu'il explique pourquoi il y a un écart? Est-ce qu'il y a une source? Il n'y a pas nécessairement d'explication sur les écarts. Je me doute de la raison du pourquoi, là, mais je me questionne. Oui, mais il y a des freins qui ont été identifiés. OK. Ah, ben c'est déjà bien. Les freins sont probablement globaux à toutes les entreprises, mais c'est probablement que ça concerne aussi les plus petites entreprises. Le premier qui a été nommé comme majeur, c'est la méconnaissance des programmes d'aide gouvernementale. Ah! Ben, ça fait bien du sens. Les gens ne savent pas qu'il y en a. Et là, ben, après ça, ben, on est dans le classique. Là. Faible vision stratégique et de planification. La maturité numérique, ben, c'est un peu l'œuf ou la poule en premier. Oui, puis tu sais, j'ai lu dernièrement, mais il y a aussi la maturité organisationnelle. Oui. Tu peux pas être mature numériquement si tu n'es pas mature organisationnellement parlant. Là. Oui. Donc ça aussi, là, des fois, on voit une grande lacune. Fait on parle beaucoup de maturité numérique, mais réellement, la maturité organisationnelle se trouve où dans l'évolution de l'entreprise? T'sais? Absolument, absolument. Puis là, on parle de ressources humaines limitées, investissements difficiles à financer, adoption technologique partielle ou peu intégrée et des problèmes de cybersécurité. Ah, la fameuse cybersécurité. Oui. fait que, mais c'est des bons freins. Puis, effectivement, comme tu l'as dit, c'est sûr que des freins de la sorte ont peut-être plus d'impact dans les petites entreprises que dans les grosses. Oui. Principalement parce que les grosses, ben souvent, ils ont plus de ressources à l'interne. Leur département de technologie est plus développé. Ils ont aussi l'argent pour embaucher d'autres ressources pour vraiment créer un département de transformation numérique. Ils ont aussi l'argent à l'interne pour pousser leurs propres projets d'investissement. Les PME, si en plus, ils ont la lacune de ne pas connaître les projets, les programmes gouvernementaux, ben l'aspect financier est vraiment un gros bloquant, là, tu sais. Oui. Puis en plus de ça, souvent, puis tu sais, ça, c'est dans mes expériences, une petite entreprise est beaucoup dans le quotidien, tu sais. Elle veut rouler au quotidien, elle veut livrer au quotidien, elle éteint des feux. Tout le monde est tout le temps un peu en état de crise, tu sais, juste pour faire rouler l'entreprise, parce qu'ils se sont peut-être jamais assis sur comment on se structure, comment on fait notre planification, etc. Puis là, je dis pas que c'est ça pour toutes les PME, là, c'est vraiment pas le cas, mais des petites PME qui ont parti puis qui ont grandi par leur succès de produits, ou etc., bien, ils n'ont peut-être pas fait la rétroaction de comme, OK, j'ai grossi, comment je change mes méthodes? Fait que je suis pas surprise qu'ils sont plus affectés que les grandes entreprises qui, eux, je dis pas que leur structure est exceptionnelle des fois, eux autres aussi ont des lacunes, là, les grandes entreprises. Oui. C'est juste que je pense qu'ils ont plus de ressources à l'interne pour diviser des tâches de connaissances, tu sais, versus dans les PME, souvent, tu vois un employé, mettons le directeur d'ingénierie, bien, il y a plusieurs chapeaux, là. Fait qu'en plus d'y rajouter le chapeau de la transformation numérique, bien, à un moment donné, tu te demandes à savoir comment il invente du temps, là, tu sais. C'est ça, il peut pas tout faire. Et je vais revenir sur l'écart, parce que ça va amener aussi, parce qu'il y a vraiment une conclusion forte à cette étude-là que l'organisme de recherche a amené. La distinction entre les grandes et les petites entreprises, c'est pas juste au niveau de l'adoption, c'est aussi au niveau de l'intérêt. Ah. Fait que non seulement sont moins avancés, mais en plus de ça, ils ont moins l'intérêt d'être portés là-dessus. Okay. Et là, la conclusion de l'étude, c'est vraiment les programmes d'aide à la transformation numérique devraient être plus connus, ils devraient être adaptés
en fonction de la taille des entreprises. Oui, bien, tout à fait. Fait que c'est vraiment le message final de cette étude-là, c'est cette conclusion. Bon message pour le gouvernement. Bonne étude, je l'approuve. fait que voilà. Fait que ça, c'était la première étude. Elle est assez récente, là, datait de août 2025, là, pour ceux qui se demandaient Très d'actualité. Au niveau du temps. La deuxième, c'est un classique, c'est le baromètre de sous-traitance industrielle Québec, le STIC, qui date de 2025, de mai 2025. Donc, c'est quand même assez récent. De ce côté-là, l'étude parlait beaucoup plus puis ça concerne les entreprises manufacturières, encore une fois, au Québec. Cette étude-là, la majeure partie de l'étude parle beaucoup de l'incertitude économique. OK. Là, on parle vraiment plus du contexte dans lequel œuvrent les entreprises. Fait qu'on parle beaucoup de difficultés, d'hésitation à l'investissement, de difficultés à se réaligner dans cet univers-là. Fait que c'est vraiment ça qu'il y a beaucoup dans l'étude. Mais là, ce qui prend de la place dans cette étude-là, on parle pratiquement plus d'IA, d'intelligence artificielle, que de transformation numérique. Puis c'est quelque chose on voit généralement, là, on parle soit d'IA ou soit de transformation numérique et intelligence artificielle. On va les mettre ensemble, ce qui est somme toute correct. Fait que ça prend beaucoup de place, de plus en plus, surtout pour la production de texte. Fait que c'est vraiment ciblé pour ça. Mais il y a quand même près de la moitié, 47% des entreprises qui ne se servent pas encore de l'intelligence artificielle. Okay. Donc, c'est pas si grand que ça. Et là, on retrouve notre fameux écart entre les grandes et les plus petites entreprises. Qui est encore là. Donc, c'est 65% qui sont en avance par rapport aux plus petites de 40%. Fait que c'est les plus petites entreprises qui font en sorte qu'il y a moins d'adoption présentement au niveau du chiffre global. Pour l'intelligence artificielle. Mais qui doit aussi se refléter pour la transformation numérique, là, réellement. Là. Ça doit se refléter. Et là, on va revenir sur les freins. Oui. Parce qu'il y a des choses qui se recoupent avec l'autre étude. On a, encore une fois, manque de connaissances sur ce qui est pertinent. Oui. Donc, c'est nommé d'une différente façon, mais je trouve que ça ressemble beaucoup à la méconnaissance des programmes. Oui. Mais aussi, tu sais, la méconnaissance des bénéfices potentiels. Oui. Tu sais, on dit souvent, ils n'ont pas la connaissance. Oui, mais ils n'ont même pas, des fois, la connaissance de savoir que ça pourrait être bon pour eux. Oui. Oui. Tu sais, on est loin, là. Oui. Puis, je me souviens, là, je vais citer Claudia Pelletier encore, là, qui s'était fait dire par son directeur de recherche, fais attention parce que toi, dans ta carrière, tu vas travailler sur des problèmes que les entreprises ne savent pas encore qu'ils ont. Fait que c'est un peu ça, avec la transformation numérique, ce qu'on vit des fois, c'est que c'est des choses qui sont intangibles. On travaille avec des données. On est dans un univers virtuel. Fait que souvent, c'est des choses qu'on comprend moins. Encore une fois, là, dans l'autre étude, c'était nommé comme un manque de ressources humaines. Là, c'est un manque de personnel qualifié. OK. Fait que là, on ne dit pas juste qu'on manque de monde, on dit qu'on manque de monde qualifié. Évidemment, tu en as parlé tout à l'heure, le manque de temps qui est présent. Suite à la pression d'être rentable. Oui. C'est ça, c'est leur priorité, c'est ça. Hein? Oui, faut jamais l'oublier. Là, une entreprise est là pour se rentabiliser. Puis c'est pour ça qu'il parlait beaucoup du contexte économique avec l'incertitude, qui fait en sorte que les entreprises sont plus frileuses. C'est sûr. Un autre classique, puis ça, c'est une difficulté qui est toujours là, c'est la difficulté à évaluer le retour sur investissement. Mais c'est tellement difficile parce que concrètement, des fois, tu choisis la solution technologique X, pas parce qu'elle va être rentable sur 3 ans, mais parce que à long terme ou pour tes besoins immédiats, c'est ça qui te rapproche le plus de ton objectif. Mais c'est tellement difficile à calculer. Là. Même moi, là, qui est dans le domaine, puis que
je pousse cette information-là, puis je suis comme, assurons-nous qu'on va être rentable sur C'est tellement difficile pour certains projets parce que, tu sais, si j'achète un robot, c'est simple. Combien d'employés le font, combien de temps ça leur prend, combien de produits ils sortent par semaine, mon robot, combien il coûte, combien il me gagne en temps, combien de gens je libère pour faire d'autres tâches, par exemple. C'est comme un calcul simple. Oui. Mais un outil, par exemple, d'intelligence artificielle ou un nouveau logiciel qui vient comme encadrer tes pratiques, mais qui n'amène pas un gain comme rentable Oui. ou que tu peux comptabiliser, c'est comme un peu plus flou. Puis là, tu sais pas. Puis, Oui. c'est... Mais il y a une portion de l'étude qui, je trouve, donne une réponse d'une OK. certaine façon à cette question-là. Il y a une corrélation entre ceux qui utilisent l'IA ou qui font de l'innovation et l'augmentation du chiffre d'affaires. Fait que ceux qui font plus d'innovation augmentent plus leur chiffre d'affaires. Exactement. Puis, ils sont plus susceptibles d'augmenter leur chiffre d'affaires, sont plus susceptibles de développer de nouveaux produits, ils sont plus susceptibles de développer de nouveaux marchés. Fait que ça marche. Oui, mais je comprends pourquoi ça marche. Parce que les gens... Puis là, c'est drôle, j'ai eu cette conversation-là avec un collègue il y a une semaine. Faire de l'innovation pour faire de l'innovation, non. Faire de l'innovation pour continuer de te perfectionner, pour te démarquer, pour approfondir ton marché, good. Mais la réalité, c'est que si tu le fais déjà, pour la bonne raison, pas juste pour comme t'inventer des idées, parce que tu sais, il y a des choses qui changent, tu te dis, tu es en train de me vendre que c'est de l'innovation, mais ça n'a aucun gain sur la valeur ajoutée de mon expérience. C'est que des fois, t'es comme, t'as mal été, là, t'as mal visé, là. Mais les entreprises qui ont un département de même, qui sont portées à l'innovation, à la réinventation, c'est pas un mot, mais à se réinventer. À se réinventer, oui. Excusez-moi. C'est sûr qu'ils sont plus flexibles puis capables de s'adapter à un milieu qui change, à des besoins d'entreprise, de clientèle qui changent. Oui. Fait que c'est sûr que à la conclusion de tout, ils ont un gain en rentabilité, là, tu sais. Absolument. Fait que ça transparaît dans cette étude-là. La troisième, c'est une étude, là, cette fois-ci, on va à l'échelle canadienne. OK. C'est une étude de KPMG. J'ai hâte parce que je suis souvent dans l'État du Québec, mais là, j'ai hâte de voir s'il y a comme un gap. Oui. Puis là, on parle... c'est vraiment un indice d'adoption de l'IA générative. OK. Là, on est vraiment spécifique à l'intelligence artificielle. Celle-là, je la trouve très, très, très éloquente. 93% des organisations affirment utiliser de l'IA générative. Donc, il y en a énormément. L'IA générative, là, pour le commun des mortels, en fait, l'IA générative, là, c'est tout ce qui est les outils, les modèles de langage. Oui, c'est ça. Fait les ChatGPT, Claude, Gemini, compagnie, Copilote, etc. Fait que ceux avec qui tu as une conversation. Absolument, Okay, exactement. Fait qu'il y en a 93% des entreprises sondées qui l'utilisent, mais seulement 2% constatent un retour sur investissement. Ah ben oui, parce que, tu sais, regarde, moi, je lis, là. Est-ce que je l'utilise à valeur ajoutée? Clairement pas. Je veux traduire un texte, je le mets dedans, je le traduis. Est-ce que j'aurais été capable d'écrire mon texte en anglais? Oui, certainement. Ouais. Tu sais, il n'y a aucun lien. J'ai quoi, à sauver 3 minutes, tu sais? C'est sûr. Fait que non, je suis pas surprise, parce que je pense que maintenant, ces modèles-là sont accessibles. Puis les entreprises, maintenant, ils payent des licences. Tu les as, là, accès. Là. Mais je suis pas sûre que là, ça revient au point qu'une autre étude a dit que la formation a été mise de l'avant pour que les gens l'utilisent pour optimiser du temps, favoriser leur échange, approfondir leurs connaissances. Puis tu sais, je pense que... Puis là, je vais vraiment large, là, mais je suis pas mal sûre que dans le 2%, là, ça doit être toutes des entreprises plus programmation X. Oui. Parce que je pense que pour les gens qui sont dans l'informatique, dans la programmation, ces outils-là ont été révolutionnaires. Oui. Tu sais, ils peuvent te générer un code que toi, tu bonifies. Et que là, tu sauves comme une énorme portion de temps à faire le code générique, puis tu viens le perfectionner à titre de tes connaissances de programmeur. Fait que, tu sais, je serais pas surprise que tu me dises, puis là, je sais pas si cette information-là est donnée, mais tout le monde l'utilise, oui, je comprends. Même moi, j'utilise à la maison quand je cherche une recette, etc. Mais la réalité, c'est que je l'aurais trouvé sur Google, j'aurais trouvé ailleurs. Tu sais, j'aurais réussi à mener à terme mon repas. Mais
dans certains domaines, puis pour moi, je pense que ça doit toucher à l'informatique, la programmation, etc., eux doivent voir un gain là, phénoménal. Là. Oui. Mais ça, l'étude ne le dit pas. Mais ça serait possible que ça soit concentré dans certains secteurs Parce que d'activité. 2 %, c'est tellement faible. Là. C'est vraiment faible. C'est vraiment pas beaucoup. Ouais. Au niveau du besoin de formation, là, je vais dire, les employés ont faim. Parce que 83 % des employés sondés veulent de la formation sur l'IA. Mais c'est sûr, parce que tu leur donnes un outil qui est super puissant, mais tu leur donnes aucune formation pour l'utiliser, tu sais. Fait que c'est la deuxième partie, mais seulement 48 % estiment que leurs employeurs leur donnent des formations suffisantes. Fait que les employés ont faim. Mais ça, moi, je trouve ça positif. Oui. Tu sais, parce que dans les dernières années, avec la technologie, on entend beaucoup parler de la résistance au changement. Tu me voles les mots de la bouche. Mais de savoir que, là, 48, c'est 50 % du monde, là. Oui. La moitié de ton monde a soif d'apprendre de cet outil-là. Oui. Donnez-leur, faites quelque chose. Oui. Puis là, après ça, je me rappelle plus du chiffre que tu as dit, mais la formation, là, aux gens qui ont soif, puis aux gens qui ont peut-être moins soif, là, mais c'est là que ton petit pourcentage de 2 va augmenter. Là, parce que là, le monde va comprendre. Tu sais, c'est comme, regarde, on va y aller standard Excel. En entreprise, tout le monde sait utiliser Excel. Tout le monde peut ouvrir un chiffrier, mettre 2-3 choses, écrire une somme. Mais quand tu regardes quelqu'un qui utilise Excel là, à sa juste valeur, tu te dis « tabarouette, finalement, je connais rien pantoute sur cette application-là. » Puis tu sais, je dis ça, là, mais juste quelqu'un qui fait, par exemple, un tableau croisé dynamique, c'est basic là, dans Excel, là, dans le sens, il le fait toi-même. Là, c'est même pas de la programmation en arrière, c'est rien. Là, l'outil est là, est disponible là, dans le ruban en haut. Tu le fais, puis il y a du monde qui sont comme « Ah, comment t'as fait ça? » Fait que là, t'es comme « Hey, le gap de performance que tu peux aller chercher. » J'ai déjà été en entreprise, puis l'acheteur, il utilisait des Excel. Puis là, je fouille dans son Excel, puis je me retrouve pas. Là. Je suis pas capable de me retrouver. Puis là, j'essaie de comprendre c'était quoi sa logique derrière l'utilisation de son fichier. Puis lui, il s'est dit, ben je veux pas scroller dans ma page. Je veux pas avoir à descendre en haut, en bas pour chercher de quoi. Donc, il utilisait les 20 lignes qu'on voyait, puis il changeait d'onglet, puis il remettait 20 lignes. Oh tu comprends? Puis là, j'ai God. dit, ben non, mais file ta première colonne. Après ça, tu seras jamais en train de scroller pendant 400 lignes, là. Mais là, moi qui trouve ton fichier, comment je fais pour savoir dans quel des onglets se retrouve quoi? Tu comprends? Fait que ça revient au même. Je leur ai donné l'outil d'Excel, mais la réalité, c'est que si je ne forme pas, ça n'a rien. Fait que ça revient un peu la même chose. C'est la même chose. C'est la même affaire, là, tu sais. Fait que le besoin en formation est là. Ben, l'intérêt, en fait. Pas le besoin, c'est l'intérêt. Puis ça, c'est généralement, faut répondre à cet intérêt-là. C'est quelque chose de positif. Oui, il faut prendre au bon, c'est sûr. Autre chose qu'on voit, c'est malgré tout la tendance, la croissance tend à diminuer. Parce que là, il y a eu une énorme... De 2023 à 2024, c'était une croissance de 24 %. Pour l'IA, là. Pour l'IA, toujours pour l'intelligence artificielle. Fait que c'est quand même très élevé. Là, par rapport à 2024, de 2024 à 2025, c'était juste une hausse de 5 %. Ce qui est quand même une hausse significative. Mais l'étude mentionne que, selon leurs données antérieures, ça aurait tendance à atteindre un plateau. Comme si on aurait atteint une limite de ce qu'on était capable d'adopter au niveau de la proportion. Mais ça vient sûrement en lien direct avec la formation. Parce que plus je vais me sentir formée et outillée sur cet outil-là, plus je vais l'utiliser, plus je vais le mettre de l'avant dans mes réflexions, plus je risque de bonifier mon travail par rapport à cet outil-là. Fait que là, mon intérêt devrait grandir. Oui. Fait que ça vient encore au point que... Fait que ça se peut qu'il y ait un lien, effectivement, ces deux-là. Et petite note, au niveau de la sensibilisation, ça aussi, c'est un point qui fonctionne parce que les gens valident de plus en plus les résultats et ils saisissent de moins en moins de données sensibles. Donc, c'est quelque chose... Vulgarise-moi ça un peu plus, là. Grosso modo, la validation, c'est que les gens prennent de moins en moins les réponses pour acquises.
Donc, quand tu reçois une réponse d'un IA, Ah, OK, oui. d'aller revalider, d'aller revérifier. C'est des habitudes qui sont de plus en plus prises par les parfait, employés. ça. Bonne nouvelle. Et l'autre chose, c'est qu'il y en a de moins en moins qui saisissent des données sensibles. Par exemple, des données financières de l'entreprise ou des données, des informations stratégiques. Fait qu'il y a eu des apprentissages malgré tout Oui, il y a eu des apprentissages par malgré les tout. usagers. au C'est niveau. génial. La dernière, et là, je vois que le temps file aussi. On va faire une petite exception pour finir notre état des lieux. On continue un petit peu. Oui. La dernière, c'est une étude canadienne sur l'ensemble des entreprises. Ça vient de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Ça date de septembre 2025. Donc, ce sont toutes des études de 2025 là, qui sont récentes là, que j'ai retrouvées. Et l'étude, c'était vraiment comment les PME canadiennes exploitent l'IA et les technologies pour stimuler leur croissance et leur productivité. Donc, le premier élément, c'est 92% des entreprises ont intégré des outils numériques. OK. Mais seulement 10% s'estiment des leaders. OK. Je suis pas surprise. Fait qu'ils ont intégré quelque chose, mais ils ne s'estiment pas en avance. Mais, mettons, mon opinion là-dessus, c'est que j'ai l'impression que quand même, l'argent est là. Oui. Tu sais, les subventions sont là, l'intérêt du gouvernement et des autres parties prenantes est très axé sur la sensibilisation à ça, la technologie ou l'intelligence artificielle. Là. Fait que j'ai l'impression que ça a incité les gens à en faire des projets. Mais je pense pas que ça a incité les gens à être porteurs de leur projet. Non. Tu vois-tu la différence? Oui. OK. Tu sais, j'ai de l'argent pour une nouvelle technologie, je l'achète. Mais il n'y a pas eu la réflexion au préalable de comme, c'est quoi que j'ai besoin selon l'objectif que je cible. Peut-être que cette technologie-là, pour laquelle j'ai de la subvention, n'est pas la bonne. J'aurais peut-être fait un choix stratégique différent si j'avais été porteur de mon identité d'entreprise vers l'objectif que je vise. T'sais. Fait que ça me surprend pas réellement que 10% seulement disent qu'ils sont leaders parce que j'ai l'impression que ça doit être environ ce pourcentage-là d'entreprises qui ont pris le temps de on s'en va où? Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est quoi mon plan d'action? C'est quoi l'ordre de priorité pour lequel je fais mes projets? Puis je vais suivre ce fil conducteur-là jusqu'à temps que j'atteigne mon objectif. Donc, la réalité, c'est qu'il y a très peu d'entreprises qui prennent le temps de faire ce travail-là au préalable pour prendre des décisions technologiques adéquates. T'sais. Oui. Parmi les leaders, le Québec et l'Ontario sont en avance. Good job, le Québec. Good job, avec 12 et 14 % de leaders respectivement. Là, ça va... Celle-là me surprend pas, mais en même temps, c'est peut-être là aussi qu'on peut voir qu'il y a moins d'entreprises qui s'estiment comme des leaders. C'est que les PME, puis là, je ne détaille pas toutes c'est plusieurs statistiques qui ont mené à cette conclusion-là dans l'étude. Les PME se concentrent beaucoup sur les outils de base. Mm-hmm. Donc, la comptabilité, la gestion, la cybersécurité. Donc, si on peut manifester ça en système, c'est que les entreprises vont beaucoup installer des outils CRM, ERP et compagnie, financiers. Puis, je suis pas surprise, moi non plus, dans le sens... Ça revient au point que ces petites entreprises-là sont souvent dans le quotidien. Livrer, éteindre les feux, répondre aux besoins le plus rapidement possible. Donc, c'est sûr que le fondamental de la structure axée sur des bonnes prises de décision technologiques n'est peut-être pas prioritaire pour eux. Non. Puis il y a peut-être moins de... Là, les entreprises prévoient plus d'investissements en IA, ça, en intelligence artificielle, ça, c'est ressorti. Mais, comment je pourrais dire ça? Donc, il y a moins d'utilisation de la technologie pour développer des nouveaux marchés, pour faire de l'amélioration de produits, faire de l'amélioration de services. Mais ça revient un peu à ce que tu as dit dans une autre étude qui était que les petites PME ont moins de ressources qualifiées. Oui. Si tu as moins des ressources qualifiées, tu sais même pas dans quelle orientation que tu cherches une solution. Fait que souvent, tu prends une des premières qui te tombe sous la main, celle qui est subventionnée, celle que tu t'es fait vendre par un vendeur parce que lui, il a risqué d'appeler ton entreprise. Fait que c'est sûr qu'au bout du compte, tu n'es peut-être pas sur le target de la solution qui est
technologique qui est bonne pour toi. Puis ça revient au même point qu'ils vont rester sur leur besoin fondamental qui est de livrer, tu sais. Oui. Et la prochaine, elle me plaît beaucoup. OK. Parce que ça ça mentionne que les gains de productivité associés au numérique commencent à être reconnus. Les PME déclarent une augmentation de 29 % de productivité dans la première année. D'un outil technologique? Dès la première année d'adoption des technologies. OK. Fait que les entreprises qui débutent une transformation numérique, qui font de l'adoption technologique, dès la première année, ils disent on a 29 % d'amélioration. C'est quand même C'est vraiment impressionnant. gigantesque. Mais Ouais. là, mon petit esprit d'ingénieur industriel va parler quand même. Ces entreprises-là qui vont chercher ce environ 30 %-là, Oui. c'est parce qu'il y avait un contrôle de leur processus. Puis la technologie qu'ils ont mis en place, qu'ils ont adoptée, était axée sur potentiellement des activités à non-valeur ajoutée. Tu sais, ils sont allés cibler intelligemment des projets technologiques selon leurs besoins en processus, puis leurs lacunes de valeur non ajoutée dans leur processus. Puis là, tu viens chercher un gain. Mais tu sais, si tu remplaces le robot qui opère 2 heures par semaine par un robot qui crée comme 4 fois plus de pièces, mais que tu opères quand même 2 heures par semaine, tu n'iras pas chercher 30 Non, tu n'iras pas chercher ton 30 %. Mais si tu viens, par exemple, rajouter des AGV, là, des robots qui se déplacent tout seuls pour enlever tout ton déplacement de commis, puis tu viens gagner vraiment du temps puis de la logistique, puis les gens peuvent se concentrer sur des tâches plus proactives, bien là, tu vas aller chercher ce gain-là. Oui. Fait que là, ça, c'est mon petit bémol de... Si ta gestion de processus puis ton identification de faiblesse est claire, bien c'est sûr que ton adoption technologique peut te permettre d'aller chercher des gains en productivité. L'autre, ça va un peu dans le même sens. On est toujours dans la reconnaissance des gains possibles. Là. C'est que plus l'entreprise est avancée, plus l'entreprise est mature, plus les gains par dollar investi sont grands. Et on parle d'une grosse différence. Là, on parle d'à peu près 1,20 à 1,60 $ de retour sur investissement par dollar investi. Là, je ne sais pas comment ils ont calculé ça. C'est ça. C'est pas vraiment... Tout le détail du calcul n'est pas mentionné. Mais ce que ça dit, grosso modo, c'est plus on avance, plus les projets qu'on va faire vont être rentables. Mais ça fait du sens, Ça fait du sens, mais c'est rassurant aussi de savoir que les entreprises qui prennent cette voie-là, plus ils avancent, plus ils obtiennent des résultats. Fait que c'est de ne pas se décourager aussi au début si on se dit « Hey, je vois pas les gains, je vois pas si ça me dépense beaucoup d'argent. » Mais je pense que en soi, la transformation numérique, c'est un processus de long terme. Oui. C'est pas demain matin, j'ai intégré 4-5 technologies puis tous mes problèmes sont réglés. C'est pas ça. T'sais. Non. Fait que ça fait du sens. On revient avec les freins. À peu près toutes les études en ont mentionné. Et là, on revient avec les classiques, manque de compétences, manque de temps, puis coût d'investissement trop élevé. Capacité financière. Fait qu'on réinvente rien. Et là, les recommandations de l'étude me plaisent beaucoup, puis je pense que c'est plaisant pour le gym numérique. Accroître la sensibilisation. Toujours plus de sensibilisation. Particulièrement pour les programmes et les incitatifs. Ouais. Donc, qu'est-ce qui existe? Et maintenir et mettre en place des incitatifs fiscaux, c'est une recommandation que l'étude fait aussi. OK. Fait qu'en fait, c'est encourager les gens, malgré l'investissement financier, à prendre action. Oui, trouver des moyens pour inciter les entreprises. Fait que moi, ce que j'ai ressorti qui était dans les 4 études, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on tourne encore beaucoup sur la sensibilisation et la formation. Ouais. Le besoin est encore là. Il y a un besoin de faire connaître. Ouais. Il y a un besoin de faire comprendre. Là, il y a une méconnaissance particulière sur les programmes d'aide qui existent. Ça, c'est sûr que c'est un élément spécifique, mais il y a quand même
On est encore dans un besoin de formation, de sensibilisation qui est vraiment là, qui est vraiment très, très, très présent. C'est tout à fait positif pour nous, finalement. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Moi, quand j'ai constaté ça, j'ai fait comme, nous, on est encore sur la bonne voie. C'est quelque chose qui... On est encore sur des sujets d'actualité, d'intérêt pour les entreprises. Absolument. Qui ont une importance pour la continuité des entreprises aussi. Absolument. Donc, j'espère que vous avez autant aimé que moi les études que Jonathan nous a présentées aujourd'hui. J'ai trouvé ça enrichissant de savoir un peu l'état des lieux. C'est tous des articles de 2025, des études, excusez-moi. Donc, de savoir un peu où se constitue, mais surtout, j'apprécie la petite tape dans le dos qu'on vient de recevoir du fait que le gym numérique est encore axé sur des problématiques d'actualité, de sujets d'intérêt. Puis les discussions qu'on a ici peuvent avoir une différence importante sur le succès des entreprises dans leur transformation numérique ou leur projet d'intelligence artificielle. On clôt l'épisode qui a été un peu plus long qu'espéré, mais c'était tellement enrichissant. Les 4 études nous ont appris beaucoup. Premièrement, pour toutes les entreprises qui ne savent encore pas sur quel pied danser puis comment démarrer leur transformation, on vous invite à aller écouter sur notre chaîne YouTube, le Gym numérique, la série « Active ta transformation ». C'est 20 capsules qui vous expliquent vraiment une globalité des préalables, autant au niveau organisationnel, stratégique, que de méthodes de travail qui peuvent faire une énorme différence dans votre parcours. On vous invite aussi à continuer de suivre le balado Les Voies de la transformation parce qu'on va, encore cette année, adresser de ces problématiques-là avec des experts et des entreprises qui, eux, ont vécu les situations en entreprise et qui peuvent vous aider à vous adapter, à mieux vous préparer et à vous conseiller à prendre les bonnes décisions pour le futur. Donc, on vous dit un énorme merci. Jonathan, je te dis un énorme merci pour toute cette recherche. C'était d'une pertinence incroyable. On vous invite aussi à vous abonner à nos chaînes et à notre page LinkedIn où on veut créer vraiment une communauté et répondre à vos commentaires et échanger avec vous sur vos apprentissages. Donc, on espère que l'épisode vous a plu et on vous souhaite une très belle journée. À bientôt.